les céréaliers du Québec et Boulangerie Ange, fiers partenaires de Zone Agricole. Bonjour, au programme cette semaine, on vous parle de la biométhanisation, une pratique bien connue au sein des municipalités, mais un modèle d'avenir peut-être pour les agriculteurs. Bienvenue à Zone Agricole. Ailleurs dans le monde, la biométhanisation fait partie de la stratégie pour atteindre des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est le cas notamment au Danemark, un pays qui se démarque par ses objectifs très ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à la biométhanisation. Le Danemark vise la carboneutralité d'ici 2050 et compte réduire ses émissions GES de 70% par rapport au niveau de 1990 d'ici 2030. En comparaison, l'objectif du Québec est 37,5%. Toutefois, des actions durables se réalisent déjà. Le 10 et 11 avril prochain, il y aura le Forum GNR à Drummondville où se rencontrent des acteurs du monde municipal, mais aussi des acteurs du monde agricole. Mais on va parler dans l'entrevue de fond avec Michel Saint-Pierre, co-président de l'Institut Jean Garon, Paul Sauvé, producteur de bovins qui pratique la biométhanisation à sa ferme pour le réseau Énergie, entre autres. On aura Guy Duval pour la revue de presse, Yann Turmiem pour le coup de gueule. On va recevoir en Zoom économique le directeur général de la SDC Limoilou, mais auparavant, on échange avec notre nouvelle collaboratrice, Emmanuelle Audibert, journaliste à la vie agricole. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Bonjour Emmanuelle. Alors Emmanuelle, tu remplaces Simon qui s'est absenté quelque temps et tu collabores avec nous dans ces émissions maintenant. Bienvenue. Oui, Bienvenue à Zone Agricole également. Alors Emmanuelle, justement, la biométhanisation, ça a été découvert comment ? Oui, la biométhanisation, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment vieux comme le monde. C'est que récemment, à l'échelle humaine, que les hommes ont commencé à comprendre et surtout à exploiter activement ce processus qui est entièrement naturel. C'est en 1776 que Alessandro Volta, le célèbre inventeur de la pile électrique, a observé pour la première fois l'émanation de gaz inflammables qui émanait des marées, un phénomène qui a suscité déjà un grand intérêt scientifique pour l'époque. Et il a fallu attendre encore les décennies suivantes pour que des chercheurs émanants tels que Antoine Lavoisier, pour n'en citer qu'un seul, ont commencé à élucider le mystère de la chimie complexe qui se cache derrière le méthane et qui lui ont donné le nom que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est en 1881 que Louis Maurras, un ingénieur français, a déposé un brevet pour une fosse d'aisance en utilisant la biométhanisation pour épurer les eaux usées, marquant ainsi vraiment le début de l'industrialisation du biogaz. Et la biométhanisation, en fait, au Québec, on est dans quelle situation aujourd'hui ? Oui, alors en fait, aujourd'hui, c'est l'hydroélectricité qui est vraiment la source principale d'énergie, mais en fait, il y a déjà de la biométhanisation, des installations qui sont mises en place à partir de déjections animales, donc provenant d'environ une dizaine de fermes à Québec. Donc on sait que c'est un système qui est qui est complètement utile. Différents points de vue également sur la méthanisation. En fait, tout le monde n'est pas d'accord sur la méthanisation, en tout cas les pratiques qui en sont faites, les pratiques danoises, les pratiques françaises. Il y a plusieurs défis face à ça. D'ailleurs, on va en parler avec nos amis sur le plateau tout à l'heure, Paul Sauvé et Michel Saint-Pierre. Oui, bien sûr. En fait, il y a un peu deux écoles. Il y a une école qui pense que c'est vraiment la solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et que c'est vraiment une énergie qui va être durable dans le temps. Et une autre école qui va plus penser aux défis un peu plus sociaux en se demandant comment on va faire pour mettre des installations adéquates et un petit peu le coût environnemental et économique que ça va peser sur nos agriculteurs. Merci Emmanuelle et on accueille Guy pour la revue de presse. Merci.
Guy, on arrive à Pâques et puis on va être privé de chocolat si ça continue comme ça? On ne sera pas privé de chocolat, mais ça va coûter très cher. Il faut comprendre que le chocolat comme tel, c'est un produit qui est sur la bourse. Depuis Pâques l'an passé, 2023 jusqu'en 2024, les prix ont augmenté de 162 %. Pourquoi? Parce que le chocolat, les fèves de chocolat, ça vient particulièrement d'Afrique. 60 % de la production mondiale vient de l'Afrique. Et puis, depuis les 3 dernières années, il y a eu, justement, à cause des changements climatiques, de la pluie, de la sécheresse, puis c'était très, très difficile pour eux. Alors, très difficile pour la production de chocolat. Ça se peut aussi qu'on aille travailler au champ tous cet été, parce que là, les visas pour les travailleurs étrangers, ça n'arrive pas vite. Hein. Oui, bien là, ils ont des problèmes, parce que depuis quelques semaines, le gouvernement canadien est obligé pour les Mexicains particulièrement d'avoir un visa. Bien ça, le visa, c'est pas pour nécessairement les gens qui sont au champ. Les gens qui sont au champ et les étudiants, ils n'ont pas besoin de visa. Bien, acceptez que ça cause des problèmes administratifs, ce qui fait qu'actuellement, il y a beaucoup de retard à l'arrivée des Mexicains ici au Québec. Alors, dans le panier d'épicerie, ce qui coûte cher également, le bœuf. Oui, le bœuf, on s'attend à ce que le bœuf augmente de 25 à 40 %. Alors, ce qui arrive, le bœuf, c'est une industrie nord-américaine, c'est-à-dire que les États-Unis, ici, alors, il y a deux centres d'activité. Il y a les vaches-veaux. Les vaches-veaux, c'est ce qu'il y a dans le pâturage. Alors, la problématique, c'est qu'il y a eu de la sécheresse, tout ça, ça fait que il y a eu des problématiques, justement, je veux dire, pour nourrir ces vaches, donc moins de veaux. Alors, ces veaux-là sont vendus au parc d'engraissement, puis comme ils sont très chers aussi, puis les parcs d'engraissement, depuis quelques années, ils ont des problèmes parce que les intrants sont très élevés, ce qui fait que moins de veaux. Et les cheptels ont rapetissé. Et avec ces paniers toujours de plus en plus chers, il y a des experts, comme Sylvain Charlebois, régulièrement d'ailleurs, qui nous parlent d'un nouveau terme qui s'appelle la réduflation. C'est quoi, oui, la réduflation, ça vient du mot réduction puis inflation. Donc, on voit dans les épiceries, les produits dans les sacs sont moins gros et les prix augmentent de plus en plus. OK, c'est des petits paquets de biscuits avec des gros prix. C'est ça? Ouais, en gros, c'est ça, la réduflation. Oui, c'est ça. Merci. C'est tout simple que ça. Alors, dans le sujet de la biométhanisation, on est avec Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon, que vous connaissez bien, qui est venu plusieurs fois sur le plateau. Et on reçoit aussi Paul Sauvé, producteur de bovins à Shefford. Alors, messieurs, bonjour. Bonjour Paul, bonjour Michel. Peut-être commencer par Michel. La biométhanisation, Michel, quand tu étais sous-ministre, c'était pas quelque chose d'existant encore au Québec? On parlait plus des fosses à purin. Pas les rues à cette époque-là, je veux dire ça. J'étais, à mon époque, on était bien sûr dans un grand processus de gestion des lisiers et des fumiers. Ça, c'était un enjeu important qui a amené des possibilités de biométhanisation, mais le terme était vraiment pas très, très, très en vogue à cette époque-là. C'est venu avec la possibilité d'avoir une gestion très serrée, je dirais, des lisiers et des fumiers, fait en sorte que, dans le fond, on avait une matière première qui permettait éventuellement d'aller à une étape suivante, mais on n'en était pas là. Puis, de toute façon, les côtés environnementaux et la situation actuelle climatique n'était pas dans l'air non plus à cette époque-là. Ouais, c'était bien différent, mais on peut dire un peu que la période de la gestion des fosses, en fait, c'était un petit peu l'ancêtre de la biométhanisation d'une certaine façon. Est-ce que c'est un peu ça? Bien, je dirais que c'était une étape qui a amené à la biométhanisation, mais ce n'était pas un plan précis, là. C'est simplement qu'on s'est retrouvé avec une situation où on gérait des grands volumes de lisier et de fumier, dépendant un peu du terme utilisé selon la production. Et ce grand volume-là nous a amené à poser peut-être la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Alors, la biométhanisation, on en a parlé il y a quelques émissions, quand on a fait la série sur les fromages, avec les gens de la fromagerie Les Basques, qui nous expliquaient, eux, ils en faisaient, mais ils en faisaient de façon très pour l'autosuffisance à la ferme, très locale. En fait, c'était juste pour chauffer les bâtiments. Alors ça reste que c'est une économie d'énergie dans les périodes actuelles. Mais on reçoit aussi Paul Sauvé, vous êtes producteur de bovins, puis on voudrait échanger avec vous. On va parler de votre exploitation, on va parler de ce que vous faites en biométhanisation, peut-être ce que vous allez faire avec Énergir. Mais dans un premier temps, on aimerait ça comprendre, parce qu'en vous parlant, en regardant un petit peu ce qui se fait dans la biométhanisation, on comprend qu'il y a plusieurs visions là-dedans. Il y a ce que le Danemark fait, entre autres, et ce que la France a développé. C'est quoi la différence de méthode, en fait? En fait, mécaniquement, c'est un peu la même chose. C'est juste que c'est à deux échelles. La méthode danoise, où il y a même des grandes usines en Espagne, ou des Espagnols qui détiennent des facilités, c'est de camionner tous les lisiers dans un lieu commun, parfois à grande distance. Et il y a d'autres mélanges dans le cocktail qui ne sont pas toujours traçables. Et après ça, de les retourner à la ferme. Nous, on a regardé de très près deux modèles, celui du Vermont, qui est intéressant, mais qui est quand même, c'est des fermes de très gros gabarits. On a surtout regardé le modèle français, qui, lui, est très intéressant parce que l'objectif, le gaz, c'est un beau vecteur économique pour n'importe quel fermier. Je pense qu'à la fois en circularité sur la ferme ou dans un réseau, soit en électrification, en cogénération ou en GSR ou en GNR. Mais le digesta, je trouve ça beau d'entendre Michel nous parler aujourd'hui parce que moi, je m'inscris dans ça. C'est que la fosse qui n'existait pas, qui a été, je dirais pas imposée, mais requise à l'époque du gouvernement Lévesque, on la retrouve aujourd'hui dans une nouvelle génération qui retourne encore une fois à la ferme de manière un petit peu plus propre. Et surtout d'une manière où toute la question des minéraux qui se décomposent avec les solides, c'est un beau message parce que ce qu'on a vu à Valence, entre autres, qui est un peu la méthode française, oui. C'est une économie circulaire. Oui, en fait, tout à fait. C'est 3-4 fermes, 5-6 fermes, gros maximum, qui collaborent une avec l'autre. Et qui reprennent et qui redistribuent leur lisier ou des végétaux ou des choses du genre. Donc, qui retournent sur les terres agricoles. Oui, tout à fait. Quand vous dites le digesta, pour expliquer aux gens, le digesta, en fait, c'est pour fertiliser les terres. Oui, c'est ça. C'est une continuité du fumier ou de tout le processus de biodigestion qui passe par le fumier. Dans notre cas, notre recette est strictement ou pratiquement que sur le fumier. Mais ultimement, une fois que ça sort de la grande machine qui crée le biogaz, le fumier est filtré, les minéraux sont, je ne dirais pas augmentés, mais se décomposent plus facilement. La mise en évidence des phosphores et tout ça, on diminue. Donc, il y a un équilibre chimique qui est parfait pour qu'un sol le ramasse puis que le ver de terre soit de bonne humeur. Parce que c'est toujours ça, c'est avec ça qu'on compose. Parce qu'on a vu dans la région de Valence, en France, c'est des champs qui étaient en mauvais état il y a plusieurs années, 5-6 générations de fermiers. 1000, 1200, 1300 acres, des fermes de 5-6 générations, c'est quand même énorme, qui nous ont confirmé, puis on l'a vu de nos yeux, que la qualité des sols s'était nettement améliorée. Donc moi, c'est ça qui me parle. Donc de voir qu'on part de la fosse, puis que dans une prochaine génération, là, qu'on s'en va, qu'on gravite vers ça, c'est une belle idée. À la fromagerie Les Basques, ce que je comprends, c'est que ce que vous faites comme gaz, comme biométhanisation, c'est pour intégrer un réseau, le réseau Énergir, par exemple. Oui, parce que c'est... je pense pas qu'on est encore prêt au Québec, contrairement à la France, qui... moi, ce que j'ai vu à Valence, c'est magnifique. Là. On était là sur une ferme, on en a visité plusieurs, mais il y en a une en particulier où il y avait une station de ravitaillement pour les autocars, pour les tracteurs de ferme, pour les voitures, parce que cette option-là existe de ce côté-là de l'Atlantique, et pour ta bonbonne de barbecue. Donc, la ferme... ce qui se passe au Québec, là, la périurbanisation, là, c'est pas limité aux grandes villes. Donc, le fait que la ferme fasse partie du village, puis que le village fasse partie de la ferme, puis que cette conjugaison-là, soit au niveau des aliments, soit au niveau, évidemment, du traitement des sols, puis du respect des eaux. Mais là, encore plus de ça, si on a une circularité avec ce partage-là de cette ressource-là, moi, je trouve ça magique. L'intérêt est doublé avec les fertilisants qui en sortent, dans le fond. Ben oui. Dans le fond, c'est comme si c'était deux produits très différents qui s'en vont dans deux lignes différentes. On parle beaucoup de méthane, on parle évidemment de gaz, qui est une forme de gaz naturel, oui. Mais on parle
moins. Paul en parle là, du produit qui s'appelle fertilisant. Il va y avoir d'ailleurs un forum qui se tient le 10 et 11 avril prochain à Drummondville, qui s'appelle le forum GNR. Donc c'est sûr qu'à travers le forum GNR, c'est beaucoup de municipalités quand même qui sont présentes dans ce forum, mais par la collaboration de la vie agricole qu'on a fait la promotion depuis quelques mois, il y a quand même une trentaine de producteurs qui se sont inscrits et qui vont aller s'informer. Donc peut-être qu'on commence dans le monde agricole à découvrir un peu ce que peut être la biométhanisation. Ben, je pense que c'est un lieu où ça peut se faire. Il n'y a pas que les sites d'enfouissement. La ferme est un endroit, je pense, parfait pour... ça se compare à un équipement de séchage de grains où 4, 5, 6 fermes peuvent collaborer les unes avec les autres, se servir de l'installation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce cas-ci, on parle de minéralisation, on parle de qualité de lisier qui surpasse, à mon avis, de beaucoup ce qu'on connaît. Donc, évidemment, le gaz, encore une fois, je me répète, c'est une belle aventure parce qu'économiquement, c'est très viable et je pense qu'on veut dire qu'on veut s'en débarrasser, mais ça va être très difficile. Mais comme c'est du gaz, certains détracteurs diront il y a des risques, il peut y avoir des risques d'incendie, il peut y avoir des risques de pollution de l'eau. Est-ce que c'est quelque chose auquel il faut penser? Ben, j'ai pas l'impression qu'il y en a en jeu beaucoup de ce côté-là. Non, pas véritablement. Les technologies sont éprouvées, l'étanchéité des systèmes sont des choses. On n'a rien inventé, là. Et les Européens sont très avancés, les Américains sont très avancés aussi, donc il y a des systèmes qui sont pratiquement parfaits. Donc, au niveau du risque, c'est pas ça. Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est quel est le risque de continuer à opérer de la manière qu'on opère là, à jeter du lisier de cochon qui tombe dans les cours d'eau. Moi, j'ai vu des sols au Québec, pas loin de chez nous, dans les cantons de l'Est, qui sont gris. Ça fait penser aux images que j'ai vues des sols de Valence il y a 10 ans, avant qu'on commence à faire ce qu'on fait là. Donc, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Est-ce qu'au Québec, on serait plus sur le modèle danois, le modèle américain, le modèle français, ou est-ce que chacun prend son modèle et on va tout essayer avant de choisir le bon modèle? Ben, c'est-à-dire qu'en France, une des fermes qu'on a visitées, en face, il y avait une méga usine comme celle du modèle danois. Donc, je pense qu'en ce moment, c'est malheureux parce qu'on est un peu en retard. On va faire le rattrapage probablement en ayant des installations plus costaudes, comme ce que Shell et Énergir veulent faire. Mais vous mettez une dizaine d'installations comme celle qu'on préconise ou celle de Warwick, qui est une excellente installation. Notre installation, une petite ferme qui date des années 1700, on électrifie 1050 maisons, on gazéifie 1500 maisons. Mettez ça à grandeur de la province, là, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir un vecteur qui... ça change la game. Est-ce qu'il pourrait y avoir un incitatif qui t'amène à avoir un modèle très particulier, par exemple, de coopératives locales, un certain nombre de producteurs, une dizaine, à titre d'exemple, qui pourraient... occuper une station. Oui, moi, je pense que ça, c'est aussi un très beau modèle parce que c'est coûteux faire ça. Donc, en ce moment, il y a une certaine générosité par rapport au crédit pour y arriver, mais le coût de construction, les technologies, tout le papier que ça génère, le papier est énorme dans une aventure comme celle-là. Donc, effectivement, le modèle d'une coopérative, c'est un beau modèle parce que ça donne l'opportunité, justement, d'un regroupement puis d'un partage. Alors, on est dans les balbutiements de la biométhanisation, justement, au Québec. On va regarder, justement, les modèles qui vont se mettre en place. Ce sera l'occasion de nouvelles émissions, certainement, à l'automne prochain. Merci, messieurs. Merci. Merci, Yannick. Merci Michel. Merci, Yannick. Alors, dans le Zoom économique d'aujourd'hui, on vous emmène rencontrer un organisme important dans la vitalité des quartiers de Québec. Il s'agit d'une société de développement commercial et particulièrement celle de Limoilou, la SDC Limoilou 3A. On a Gaëtan Hébert, son directeur général, qui est avec nous. Bonjour Gaëtan Hébert. Bonjour Yannick. Alors, la SDC 3A, 3 pour 3e Avenue, c'est ça? SDC Limoilou, ça existe depuis combien de temps à Québec? Puis c'est quoi votre rôle dans le quartier, en fait? OK. En fait, la SDC, particulièrement celle de Limoilou, elle existe depuis 2012. C'est un regroupement de gens d'affaires qui a mis sur pied la SDC de Limoilou. Il y en existait d'autres aussi. Et le rôle principal de la SDC, c'est exactement comme tu l'as dit, Yannick, c'est de participer à la vitalité économique de son territoire. Donc, le territoire de la SDC, c'est particulièrement la 3e Avenue,
entre la 3e rue et la 13e rue, et une petite partie de la Canardière, donc à la jonction de la 3e et de la Canardière. Ça, c'est le territoire. Il y a combien de commerçants, en fait, qui sont participatifs? En fait, on vient d'atteindre, pas un chiffre magique, mais quand même un chiffre significatif, on vient d'atteindre les 100 commerçants qui sont membres. En fait, dans les membres, on peut les distinguer. Il y a comme 2 groupes. Ce qu'on appelle les membres inscrits, donc ceux qui reçoivent un avis de cotisation de la Ville de Québec parce qu'ils sont sur le territoire de la Ville. Et il y en a 95, et les membres volontaires, donc des gens qui, bien qu'ils ne soient pas sur le territoire précis de la SDC, peuvent quand même devenir membres volontaires, et à ce compte-là, ils ont les mêmes avantages que les membres. Et à Québec, il y a plusieurs quartiers, donc il y a plusieurs SDC. Il y a combien de SDC dans Québec comme ça? En fait, il y a 8 SDC à Québec. Donc il y en a dans Saint-Sauveur, il y en a sur la rue Maguire, il y en a un peu partout dans Québec. Exactement. Saint-Sauveur, Maguire, Vieux-Port, Saint-Roch aussi. Alors, dans Limoilou, avec la SDC Limoilou, la vie agricole a participé à des événements à l'automne dernier, en octobre et novembre dernier, qui s'appelaient les Journées agricoles de Limoilou, au cours duquel on a pu amener différents producteurs, différents produits du terroir, différents animaux. Est-ce que c'était une première fois d'avoir le monde rural de cette façon-là au centre-ville? En fait, c'est bien que tu poses la question, puis en y ajoutant de cette manière-là, parce qu'effectivement, de cette manière-là, oui, c'était, du moins à ma connaissance, la première fois, bien que à Québec, comme on le sait, le monde rural est à portée de main de la ville. Le monde rural nous entoure systématiquement. Et anciennement aussi, il y avait des marchés à Québec, donc des marchés publics qui amenaient justement des gens du milieu rural à Québec. Mais la formule, telle qu'on l'a vécue l'année dernière, c'était la première fois. C'est quoi les échos que vous avez eus? Parce que là, on sortait d'une pandémie, donc les gens ont eu un grand intérêt tout d'un coup pour l'alimentation, la nourriture, le terroir. C'est quoi les échos que vous avez eus dans le quartier de cet événement? En fait, les échos ont été très, très positifs, autant de la part des commerçants qui ont vu là, puis il faut bien se le dire, une occasion d'affaires intéressante, parce que les 2 activités organisées par la vie agricole en collaboration avec la SDC ont été très, très appréciées des commerçants, donc pour ces 2 événements-là. Et la population aussi, et puis le témoignage de ça, c'est le nombre de personnes qui ont participé aux deux activités. On était chanceux, tout le monde. Il a fait très beau. Qui a eu une belle température, donc ça invite. Durant les 2 week-ends. Oui, puis comme on a pu le constater aussi, il y avait beaucoup de jeunes familles qui ont participé donc, dans l'environnement immédiat. Effectivement, beaucoup de poussettes, beaucoup d'animaux, beaucoup de chiens aussi qui sont Exactement. venus. Oui. Est-ce que, juste pour terminer, d'abord on ne sait pas, mais peut-être qu'il y aura d'autres journées agricoles, on verra dans Limoilou en 2024, ça c'est l'avenir nous le dira. Mais quel est sinon le prochain événement qui s'en vient? En fait, le prochain événement, c'est à compter du 1er juin. C'est l'ouverture de ce qu'on appelle la rue piétonne, donc la fermeture d'une section de la 3e avenue entre la 10e rue et la 11e rue. Ça va commencer le 1er juin puis se terminer le 2 septembre. Alors, merci Gaëtan Hébert. C'est un rendez-vous dans le quartier Limoilou. Merci. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Bye. Alors Yann, dans la biométhanisation, c'est intéressant parce qu'on écoutait ce qu'on nous disait sur le plateau. Bon, dans une période en plus où on nous dit qu'en agriculture ça va mal, on entend beaucoup parler des problèmes des agriculteurs, là on se rend compte qu'il y a peut-être tout un nouveau pan économique qui est en train de se développer, c'est que l'agriculteur pourrait produire de l'énergie en fait. Oui, je pense qu'on assiste à une révolution actuellement de l'agriculture, une révolution qui existe d'ailleurs dans d'autres pays depuis très longtemps. La ferme devient un producteur d'énergie. Traditionnellement ici, une ferme était un producteur d'aliments. Aujourd'hui, la ferme va devenir un producteur d'aliments et un producteur d'énergie. On l'a vu un peu il y a peut-être depuis une vingtaine d'années au niveau de l'éthanol, au niveau des biodiesels, des biocarburants, où c'est qu'on a utilisé des produits agricoles
pour faire des produits énergétiques. On l'a vu aussi sur l'installation d'éoliennes sur des terres agricoles. L'installation, par exemple, en Europe, et on voit ça aussi en Ontario, l'installation de panneaux solaires sur des bâtiments agricoles. Alors, la ferme devient... Parce que même pour les éoliennes, c'est un revenu pour l'agriculteur. À chaque fois qu'une éolienne est posée sur une terre agricole, il y a un revenu qui vient à la ferme. Exactement, et c'est des revenus assez intéressants. Bon, la biométhanisation, c'est un excellent exemple. C'est probablement je pense que la production d'énergie qui a le plus d'avenir sur les fermes, parce que non seulement on utilise un produit qui est du fumier, on le valorise, parce que ça, c'est le parti souvent qu'on oublie, mais ça valorise les fumiers. Je pense qu'un de vos invités en a très bien parlé. Et en prime, on obtient de l'énergie qui aurait été perdue dans tout le système traditionnel des fermes. Alors ça, c'est un très beau signe. C'est un revenu supplémentaire pour la ferme, pour la société, parce que c'est de l'énergie qu'on n'a pas besoin d'acheter des Saoudiens, ou même si ça permet d'économiser, d'être moins dépendant de d'autres sortes d'énergie. C'est une production d'énergie aussi en région. Ça, c'est excessivement important, parce qu'il y a un coût, il y a des pertes à transporter de l'énergie. Bien là, on a de l'énergie localement. Oui, parce que justement, on parlait avec notre invité tout à l'heure, il y a deux façons de faire de la biométhanisation. Il y a la méthode un peu française à Valence, comme vous nous expliquez, où on est plutôt dans l'économie circulaire, ce qu'il essaye de développer ici, lui, au Québec. Puis il y a aussi des méthodes un peu plus industrielles, où il y a beaucoup de camions sur la route, et en fait, c'est un impact GES qui est moins agréable. Moi, mon opinion, et j'espère qu'on ira beaucoup plus vers des plus petites installations, plus sur des fermes, rapprocher ça des producteurs. Les grosses installations, souvent, on va avoir des dérives. Ce qu'on a vu un peu dans l'éthanol, où c'est que la production d'énergie devient en compétition à la production d'aliments. Et souvent, si on a des grosses installations, on va être tenté, puis d'ailleurs, il y a des projets, bien, on va prendre de la culture de maïs, ça veut dire qu'on va prendre des ressources agricoles pour en faire essentiellement que de l'énergie. Ce pas des systèmes qui sont excessivement, si on regarde l'ensemble, très performants, là. Mais quand on utilise, par exemple, des lisiers qui sont déjà là, et qui sont à la limite... Qui sont déjà là et qui reviennent dans les terres par le digestat. Et qui reviennent les digestats. Et ça, c'est un modèle où c'est qu'on bonifie les modèles existants. Quand on devient en compétition, bien, je ne suis pas sûr qu'on bonifie. Or, moi, je pense que le modèle un peu plus européen, d'ailleurs, en passant, c'est le modèle que les Chinois, qui sont les champions du biogaz, il y a au-dessus de 30 millions de digesteurs qui sont installés en milieu rural. 30 millions, là, c'est pas 30 000, 30 millions de digesteurs produisent beaucoup d'énergie, et c'est un modèle beaucoup plus petit, mais qui a un impact majeur sur les régions rurales. Je pense que c'est ce modèle-là qu'il faut regarder. Alors, inspirons-nous des Chinois pour la biométhanisation. Pour une fois, inspirons-nous des Chinois. Merci beaucoup, Yann. Et nous vous remercions d'avoir suivi Zone Agricole. Encore une fois, on espère que tous ces enjeux vous informent sur l'agriculture. Merci. Les Céréaliers du Québec et Boulangerie Ange, fiers partenaires de Zone Agricole.